Les élections fédérales de 1945 représentent un tournant dans l'histoire du Canada. Elles sont considérées par les historiens comme étant celles qui auront marqué l'arrivée du progressisme dans la politique canadienne. La Deuxième Guerre mondiale touche à sa fin. Le Canada vit une ère de prospérité grâce à des mesures qui le propulsent au niveau des autres nations industrialisées avec notamment un taux de chômage quasi inexistant. Parmi ces mesures, on compte la création par le premier ministre libéral Mackenzie King en 1940 du ministère des Munitions et des Approvisionnements. Ce ministère coordonne la production des ressources destinées à l'effort de guerre. C'est une initiative gouvernementale qui plaît aux Canadiens. Il souhaite qu'Ottawa continue d'aider les citoyens en intervenant directement dans l'économie, notamment en créant des programmes sociaux. Sensible à ces demandes, le gouvernement fédéral va promulguer en 1944 la loi sur les allocations familiales. De telles initiatives étaient proposées depuis longtemps par la Fédération du Commonwealth coopératif, tant à l'échelle nationale que provinciale. Le parti a été fondé en 1932 dans la foulée de la crise économique résultant du crash boursier de 1929. Vers la fin de la guerre, la FCC gagne la faveur du public. Sa branche saskatchewanaise, menée par Tommy Douglas, remporte les élections provinciales de 1944. C'est la première fois qu'un gouvernement ouvertement socialiste est élu en Amérique du Nord. C'est une nouvelle victoire pour la FCC qui était arrivée au deuxième rang lors des élections provinciales en Ontario. Tout semble donc favoriser une percée nationale de la formation politique avec M.J. Caldwell à sa tête. Ce vent de progressisme souffle sur le Parti conservateur. Le premier ministre du Manitoba, John Bracken, devient chef après avoir exigé que le nom de la formation soit changé pour Parti progressiste conservateur, une appellation qui demeurera d'ailleurs jusqu'à la dissolution du parti en 2003. Mackenzie King réagit à la montée en popularité du concept d'État-providence. Dans son programme électoral, il propose des mesures sociales en habitation, en emploi, en éducation, en sécurité sociale et en réinsertion des anciens combattants. Alors que la FCC pouvait espérer de bons résultats, des militants conservateurs la freinent dans son élan au cœur de la campagne électorale. Ils s'en prennent à ses projets de nationalisation des banques et des grandes corporations. Ils affirment que la FCC souhaite exterminer le gouvernement démocratique par la violence. Ces attaques nuiront considérablement au parti. Le 11 juin 1945, 5,3 millions de personnes se rendent aux urnes, ce qui représente 75,3 % des votants inscrits. C'est l'un des plus hauts taux de participation électorale de l'époque. C'est le Parti libéral qui remporte la victoire pour une troisième fois consécutive et forme de justesse un gouvernement majoritaire avec 125 sièges sur 245. Parmi les 125, on compte 8 députés qui viennent de réintégrer les rangs libéraux. Ils s'étaient retirés en raison de divergences au sujet de la conscription. Dans ce qui sera sa dernière élection, Mackenzie King a perdu sa circonscription de Prince Albert en Saskatchewan. Il reviendra à la Chambre des communes moins de 2 mois plus tard en remportant une élection partielle en Ontario. Néanmoins, fatigué par les batailles politiques pendant les années de guerre, il tire sa révérence le 15 novembre 1948. Il demeure à ce jour le premier ministre canadien qui a servi son pays le plus longtemps. La campagne de peur orchestrée contre la FCC aurait fait mal à la formation politique qui récolte à peine 15,6 % des voix et 28 sièges, ce qui est bien loin du résultat escompté. Le parti se réorganisera une quinzaine d'années plus tard sous la houlette de Tommy Douglas en fusionnant avec plusieurs autres entités pour former le nouveau Parti démocratique. C'est néanmoins en 1945 que le Canada adopte définitivement le système de l'État-providence qui prévaut toujours aujourd'hui.